Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Chère amie productive et sereine, cher ami productif et serein, il y a quelque chose qu'il fallait quand même que je dise, que je n'ai pas encore dit pendant tous ces épisodes, c'est si tu aimes ce podcast, si tu aimes le contenu et les déclarations trépidantes de Jean-Philippe Geoffrey et moi-même, eh bien n'hésite pas à aimer donc ce podcast, à le liker, c'est-à-dire à cliquer sur les boutons, sur les pouces, sur les étoiles, sur je ne sais pas ce qu'il y a sur le programme que tu utilises, mais qui montre que tu aimes bien ce podcast. Pourquoi pas laisser même une critique qui nous permettra de nous améliorer. Partage, enfin fais-le savoir, et comme ça on aura d'autant plus de chances de toucher de plus en plus de monde, et tu pourras toi aussi rencontrer des gens en leur disant « Hey, au fait, j'ai lu ton mail !» Ok, donc cette semaine, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Aujourd'hui dans ce podcast, Jean-Philippe va nous parler du minimalisme. Après l'essentialisme de la semaine dernière, c'était plutôt bien vu. Et puis Geoffrey nous présentera un livre qui s'appelle The Talent Code. Moi aujourd'hui je vais vous parler du minimalisme. Super. Ouais, j'ai regardé ça. Ça fait écho au livre dont tu parlais la dernière fois. Et cette fois, ça va être le minimalisme parce que je suis toujours dans ma série du rangement. Donc, pour info, j'ai fait ma grande tornade Marie Kondo la dernière fois chez moi. C'est vrai que ça apporte pas mal de satisfaction. Il y a encore un petit peu des objets qui, je pense, sont inutiles et pas toujours bien rangés. Mais enfin, ça m'a permis quand même d'avancer d'un grand pas. je ne te demanderai pas lesquels. Et je n'aurais pas répondu de toute façon. Alors, j'ai commencé par la cuisine, c'est tout ce que je peux dire. Ça va. Donc, voilà, le minimalisme qui est presque une philosophie, enfin c'est quelque chose de très à la mode, ce minimalisme. Alors, ça prend sa source dans l'idée qu'il y a une réaction, une espèce de contre-pied à la société de consommation qui est supposée... à tort ou à raison, plutôt à raison de nous d'avoir une injonction toujours en avoir plus dans nos armoires, dans à peu près partout, et qui oppose à ça une espèce de questionnement sur qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux au sein de cette société, mais qu'est-ce qui nous rend heureux, nous, dans la vie de chaque jour. Et le postulat, c'est que potentiellement, s'il y a moins d'objets, il y a moins d'embêtements. Moins de temps pour les ranger, pour les astiquer, pour les utiliser. Est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser ces objets ? Est-ce qu'on n'a pas plus envie d'avoir des relations humaines ? Voilà. Bon. Donc, en tout cas, ça place cette contradiction-là. Donc, alors j'ai regardé plusieurs vidéos de personnes qui sont minimalistes et il y a eu une gradation. Beaucoup de personnes qui étaient simplement dans la méthode KonMari, voilà, avec des choses bien rangées à leur place, etc. Et puis plus les vidéos avançaient, ou en tout cas plus j'en regardais, moins il y avait de choses dans les appartements, jusqu'à presque plus rien. Et des personnes qui ont un placard avec quelques vêtements, une seule paire de chaussures, plus une ou deux autres spécialisées, genre pour la marche ou pour courir, des chaussures de sport, 3, 4, 5 boîtes chez eux avec tous leurs vêtements, des cuisines sans mixeur, sans machine à café, sans four, sans four à micro-ondes, avec une casserole, une poêle, et c'est à peu près tout. Il y en a même un qui expliquait que lui, il avait aussi fait ce minimalisme autour de lui, dans ses amis, et qui préférait garder du temps pour lui, pour faire le tour du monde, pour voyager, voilà. Donc, je suis assez interrogatif, à vrai dire, par cette mode. D'abord parce que malheureusement, elle a déjà été rattrapée par le business.
C'est-à-dire que vous avez déjà des marchands de meubles, des marchands de tout un tas de choses qui Vendre du minimalisme. Vendent du minimalisme, C'est exactement. Mais oui, c'est remplacer le sofa que vous avez à la maison pour un sofa plus minimaliste. plus minimaliste. Donc c'est vrai. Alors c'est des formes très épurées. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez beau. Des formes très épurées, peu de matériaux supplémentaires. Voilà. Et puis il y a même des coachs carrément, des personnes qui viennent chez vous, qui vous expliquent comment il faut vous débarrasser de, je sais pas moi, vous avez 175 pièces dans vos vêtements, comment est-ce que il faut faire pour que vous en ayez plus que 60. Donc, et là, 250, j'ai l'impression que c'était un prix moyen parce qu'il y en a qui prennent énormément plus. 250 €, c'est ça? 250 € la demi-journée. D'accord. Donc, oui, c'est. Voilà. Certains vont jusqu'à 800, d'après ce que j'ai vu. Wow. Donc, ouais. Donc, c'est très curieux parce que cette tendance minimaliste, elle est devenue une tendance de consommation. Donc, qui peuvent être intéressantes, parce que c'est vrai que à toujours vouloir produire plus dans un monde où les matières premières sont finies, on va à la catastrophe. Mais ça a quand même été malheureusement rattrapé par le business. Alors, malgré tout, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à retenir de cette chose-là? En tout cas, moi, ce que je retiendrai, c'est que il y a tout un tas d'objets qui effectivement, alors il y en a qui mettent des cartons chez eux dans le moment où ils sont dans la transition. Ça, je trouve ça pas mal pour des objets qui ne servent plus, mais qu'on pourrait donner, qui pourraient avoir une deuxième vie. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Et puis, en cherchant, il y a autre chose qui m'a paru intéressant, c'est se poser cette question, le nombre 7, avant d'acheter quelque chose. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, je vous les livre. Vas-y. Donc, quelques questions pour avant d'acheter quelque chose de neuf. D'abord, se poser la question, est-ce que c'est urgent? Est-ce que j'en ai besoin là maintenant? Je suppose que c'est à propos des achats compulsifs. Certains d'entre nous ont besoin, pour se récompenser la plupart du temps, d'acheter quelque chose. Acheter. Peut-être Récompenser ou réconforter? Récompenser et sûrement aussi réconforter. Peut-être pour l'achat compulsif, c'est plus ça. Et donc, du coup, est-ce que vraiment j'en ai besoin là tout de suite maintenant? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui ressemble? Alors du coup, c'est vrai que dans certains foyers, vous avez une deuxième télé, une troisième télé, plus tout le monde a une tablette, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour prendre du plaisir à regarder des choses ensemble ou pour regarder des choses simplement pour soi? Bon, c'est une vraie question, quoi. Alors la troisième, c'est comment est-ce qu'on pourrait s'en passer? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose chez moi qui pourrait faire que, ou se poser réellement la question, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, parce que finalement, notre société de consommation, elle invente toujours plus de besoins. Bien sûr. Donc là, l'idée c'est, est-ce que ça correspond à un réel besoin? En tout cas, c'est comme ça que je le comprends moi. Et puis, une quatrième, est-ce qu'on peut pas faire le truc soi-même ou avec des matériaux de récup? Donc, moi, je suis pas très très bricoleur, mais ma fille, par contre, elle adore les activités manuelles, et j'ai trouvé ça assez sympa, effectivement, de pouvoir faire des choses ensemble. Alors, en même temps, il faut pas trop que ça ressemble au collier de nouilles ou à la boîte à bijoux Caprice des dieux, mais en même temps, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Au fond, pourquoi pas. Emprunter ou se faire offrir les choses. Alors, c'est vrai que dans nos habitudes consuméristes, on offre toujours, en tout cas beaucoup d'objets. La question, c'est, en tout cas avec nos proches et ceux à qui on peut s'en ouvrir, de se proposer plutôt d'acheter autre chose. Peut-être, je sais pas moi, une sortie, des choses immatérielles, quoi. Ou une sortie au cinéma, ou quelque chose dans ce goût-là. Et puis sinon, emprunter, effectivement, peut-être que... Alors, ça crée des liens d'emprunter, voilà. Ou alors, louer ou acheter d'occasion. Ça, c'est encore une des questions que je peux me poser. Est-ce que je peux louer ou acheter d'occasion cette chose-là? Louer ou prêter, ça marche très bien avec les outils. Et notamment, il y a de plus en plus maintenant dans différentes villes, sur Facebook, tout un tas de pages
À Montreuil, par exemple, où j'habite, Montreuil, on recycle, on donne. Donc, tout un tas d'objets qui ont une deuxième vie. Et on peut demander aussi à emprunter. Moi, j'avais besoin d'une meuleuse. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais j'avais besoin d'une meuleuse. Et donc, j'ai pu l'emprunter et la rapporter. Et puis, est-ce que le produit, il respecte l'homme et l'environnement ? Donc, on sait bien que certaines marques de vêtements font produire à des coûts très bas dans des pays où il y a très peu de protection sociale des vêtements dans des matériaux qui demandent énormément de transformation et qui polluent beaucoup. Je ne sais plus combien pour un t-shirt blanc par rapport à un t-shirt écru ou de la couleur du coton, le nombre de litres d'eau qu'il fallait pour passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Au moment quand on fait un t-shirt avec la fibre de la couleur du coton normal, qui n'est pas tout à fait blanc, on utilise un certain nombre de litres d'eau et c'est bien pire, c'est terrible en fait quand on veut qu'il soit parfaitement blanc à cause des lavages et à cause des traitements de la fibre. Et puis on est dans un monde effectivement où disons les conditions de travail des uns et des autres sont pas toujours excellentes. Voilà, donc je garde ça de ce minimalisme. Je pense pas que je deviendrai moi-même un minimaliste, mais alors moi, ce que j'aime bien et ce que je retiens dans ce que dans ce que tu défends sur le minimalisme, c'est notamment la dimension où tu parlais entre le fait d'avoir des choses, donc vraiment le côté consommer, avoir, acheter, etc., versus les relations humaines. Et je trouve ça très intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais faire comme expérience avec ce budget-là, si je n'achète pas cet élément-là ? Si je n'achète pas cette chose, comment est-ce que je peux transformer cet avoir en être et en expérience ? Parce que finalement, une expérience, c'est quelque chose qui va m'enrichir et que je vais garder à vie. C'est ça. Alors que acheter un objet, il va avoir une durée de vie, il va servir, et puis lorsque j'en aurai plus d'utilité, je vais le donner, je vais le jeter, etc. Après l'avoir remercié, bien sûr. Bien sûr, après l'avoir remercié, je me permettrai plus de jeter autrement. En tout cas, je trouve qu'il y a une tension dans le sens tendre vers quelque chose que je trouve intéressant dans le minimalisme, même si les personnes qui le pratiquent, disons, un peu les jusqu'au-boutistes de ça, bon, moi, leurs appartements, je les trouve pas, j'aurais pas envie d'y vivre. Et puis, il y a des objets que j'aime bien, et voilà. Mais au moins, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir de la conscience, de mettre de la conscience sur ce qui nous entoure, les objets qui nous entourent, leur utilité, et de faire marcher les neurones, ou en tout cas de prendre une grande inspiration avant d'acheter quelque chose. Parce que c'est pas anodin d'acheter. Ne serait-ce que d'attendre jusqu'au lendemain, juste se dire, voilà, ça me plaît, ça m'intéresse, je me donne 24 heures, et en plus ça permet de vérifier les 7 points que tu as suggérés, et si vraiment j'ai pas d'autres issues, et si vraiment j'en ai besoin, et bien demain j'achète l'objet en question. Alors, quel est le livre aujourd'hui que tu nous présentes, Geoffrey ? Alors, Jean-Philippe, aujourd'hui, le livre, c'est The Talent Code de Daniel Coyle, qui est un bouquin que j'ai trouvé fascinant, où il parle de l'entraînement, la pratique, et grosso modo, ça rejoint un petit peu ce que disait, il y a une phrase très connue de Jacques Brel, qui disait « La réussite, c'est 1% de talent et 99% de sueur ». Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que j'y crois. Je vois plein de gens réussir dans des domaines où on les aurait pas forcément soupçonnés réussir, mais c'est avant tout de la pratique. C'est-à-dire que on peut avoir une inclinaison, on peut avoir une facilité, mais il y a plein de gens qui ont des facilités et qui en font rien. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'entraînent, qui pratiquent.
Mais non seulement il faut pratiquer, mais en plus, il faut pratiquer de certaines manières. Et c'est peut-être quelque chose qui manque un petit peu dans notre culture ou dans notre éducation, en tout cas en France. On n'apprend pas forcément à apprendre et on ne se pose pas la question si ma manière d'apprendre est vraiment la manière la plus productive, la plus efficace. Voilà, donc il part à la rencontre de certaines écoles de musique, d'écoles de sport, et il rencontre des prodiges et il regarde comment est-ce qu'ils pratiquent, comment est-ce qu'ils s'entraînent. Et il s'aperçoit qu'en fait, ils vont pratiquer de manière extrêmement consciente. C'est-à-dire, je vais faire une fois un morceau que je vais avoir, que j'ai à pratiquer, et puis au fur et à mesure où je vais pratiquer, je vais m'écouter pratiquer. Je vais avoir, je vais être ce qu'on appelle un peu en position méta, c'est-à-dire je vais me regarder en train de faire. Donc je vais m'analyser, je vais m'auto-corriger et je vais pratiquer de cette manière-là, ce qui va me permettre de répéter les gestes, de répéter certaines actions, et ce qui va me donner cette expérience qu'on n'acquiert qu'avec la pratique finalement. Il se pose la question pourquoi dans un certain centre d'entraînement en Russie, il produit plus de champions de tennis que n'importe quel autre centre ailleurs en Russie. Pourquoi ? Parce que leur méthode d'entraînement donne cette pratique consciente. En fait. Et c'est ce qui leur permet de développer cette capacité, de développer ce talent. Oui, il faut qu'il y ait une facilité à la base, ça aide. On va partir sur des bases, sur quelque chose qui est existant, mais la manière de le travailler va changer énormément de choses. Voilà. Et ce qu'il explique, donc après il va dans la dimension biologique et il explique pourquoi est-ce que cette manière de pratiquer et le fait de répéter ce geste, donc ça peut être un service de tennis, un coup droit, un revers, une partition de musique, le fait de répéter cette action va développer la connexion neuronale entre le cerveau et la main et le geste, le cerveau et la capacité, et va développer ce qu'on appelle la myéline. Donc la myéline, c'est un acide gras, si je ne me trompe pas, qui s'entoure autour des neurones. Et plus c'est la gaine des absolument. Neurones et des nerfs, quoi. Tout à fait. Et plus il y a de myéline autour, plus l'impulsion nerveuse va passer rapidement, en fait. Et moins il va y avoir de déperdition, et plus le signal électrique va être fort et va être clair. Donc quand je fais X fois le même geste, je vais développer ma myéline autour des nerfs qui me permettent de faire ce geste-là. Voilà. Quand je mets en place une habitude, je développe la myéline autour des connexions neuronales qui me permettent d'avoir cette habitude. Comme s'il y avait un peu un chemin mental qui se renforcerait, quoi. Tout à fait. L'image, ce serait si la première fois que je vais à une destination, j'ai une route en terre, voilà, un chemin de terre, une piste, voilà, au milieu de la savane. Et puis, plus je vais pratiquer cette route, plus il y a de voitures qui vont pratiquer cette route, plus la piste va se dégager. Et puis, si vraiment on pratique, ça devient une autoroute. Et du coup, pour aller de A à B, la première fois, je l'ai fait avec ma piste en terre au milieu de la savane. Et puis finalement, j'ai construit une autoroute. Ça creuse le sillon, quoi. Ça creuse le sillon, exactement. On a la même image avec les gouttes d'eau qui suivent un chemin, un cours d'eau, etc. etc. Et c'est la même chose dans nos habitudes, mais c'est la même chose aussi dans nos dispositifs mentaux, c'est-à-dire nos réflexes mentaux. Si on a une émotion vers laquelle on va plus facilement et plus naturellement, il y a des gens qui trouvent tout drôle. Alors, ils sont dans une situation au restaurant, leur table a été annulée, qui est vraiment pas agréable. Et ben finalement, ils trouvent que c'est super marrant. Et on a tous quelqu'un dans notre entourage qui trouve les choses drôles. De la même manière, on a toujours quelqu'un qui trouve les choses et qui va s'énerver, qui va être énervé pour tout. C'est pas la situation extérieure qui va générer l'émotion, c'est notre manière de l'interpréter. Oui, c'est notre réseau routier. Exactement. Et si j'ai créé des autoroutes vers ma capacité à être énervé, je vais être énervé en permanence. Si j'ai créé des autoroutes vers ma capacité à être à trouver les choses marrantes, à être zen, eh bien je vais mettre en place et utiliser ces autoroutes vers les choses que je répète en permanence. Et donc l'idée, c'est qu'on peut développer ces autoroutes pour s'entraîner à quelque chose, pour
mettre en place des habitudes, des bonnes pratiques solides. Absolument. Donc, il en parle vraiment dans sa manière d'apprendre. Donc, quand j'apprends quelque chose, je l'apprends en mode détaché, c'est-à-dire que je pratique et je surveille ma pratique, je m'auto-corrige. Vraiment, j'ai cette position méta dont on parlait. Deuxièmement, j'attache de la myéline autour de mes circuits neuronaux et je crée des autoroutes, je crée des voies rapides vers c'est en mes répétant habitudes. quelque chose. Ça, c'est une habitude. C'est Tout à fait. C'est en Donc les instaurant gammes, par l'habitude. exemple. Comme les gammes, comme répéter un morceau, comme parler une autre langue, comme pratiquer un sport, etc., etc. Donc toute cette pratique va construire des autoroutes vers les outils que l'on utilise et qu'on pratique. Si je souhaite mettre en place une nouvelle habitude, et c'est souvent le cas quand on rencontre des personnes qui pratiquent GTD au début, il va falloir se forcer, il va falloir s'auto-corriger, il va falloir pratiquer de manière vraiment consciente et voir ce qu'on peut améliorer dans notre pratique pour que ça devienne une habitude. Et au fur et à mesure où ça devient une habitude, Daniel Coyle nous explique qu'effectivement, on crée des autoroutes neuronaux pour faciliter cette nouvelle manière de fonctionner. D'accord. Voilà, donc un livre à mettre entre toutes les mains des personnes qui veulent développer des habitudes, qui veulent comprendre comment on fonctionne. Et donc, qui c'est ce monsieur? Alors, c'est un journaliste, c'est un scientifique, Donc c'est un journaliste, Ouais. et il a été chercher les différents éléments pour regrouper cette mine d'informations au sujet de la manière dont on développe nos propres talents. Donc lui, en fait, son enquête, c'est d'aller voir les uns les autres la façon dont ils s'entraînent. Absolument. Et de comparer les différents entraînements pour voir... Qu'est-ce qui fait les points communs D'accord. qui génèrent et qui créent des pro... DJ. Des prodiges. Merci. Et du coup, est-ce que c'est corroboré par quelque chose de scientifique ou il en Oui. parle? Ouais. Absolument. Lorsqu'il parle de la myéline, c'est vraiment d'accord. les interviews qu'il a été faire avec les neuroscientifiques qui sont intervenus. La bibliographie est relativement intéressante parce qu'il s'appuie sur un ensemble d'ouvrages de scientifiques pour construire son livre. J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine. L'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.